Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de Culture Sang et Or, l'émission hebdo qui débriefe les matchs du Racing et l'actualité du peuple sang et or. Alors aujourd'hui, 2 déplacements, 2 salles, 2 ambiances comme on dit, puisque nous évoquerons la belle victoire du RC Lens à Monaco ce mercredi et la moins belle prestation du RC Lens à Metz ce samedi. Et pour en parler avec moi ce soir, il est la caution journalistique de l'émission, il est la voix du RC Lens, c'est Samuel Duhamel de RTL. Bonsoir Samuel. Salut Thomas, bonsoir à tous. Il est le coach de Culture Sang et Or, c'est Amaury de Monchaux. Bonsoir Amaury. Salut Thomas, bonsoir tout le monde. Et ça y est, c'est officiel, il est chroniqueur régulier, ça y est, de Culture Sang et Or, c'est Fabien Rottier de Lens Absolu. Bonsoir Fabien. Salut à tout le monde. Et enfin, il a fait le plaisir d'accepter notre invitation ce soir. Ça fait malheureusement quelques mois que nous n'avons pas pu le voir fouler les pelouses, mais c'est un spectateur averti qu'il suit le début de saison de ses collègues. C'est Tchèque Traoré. Bonsoir Tchèque. Bonsoir tout le monde, ça va ? Ça va très bien, merci Tchèque d'avoir accepté notre invitation. Tchèque que nous aurons l'occasion d'interviewer en deuxième partie d'émission. Je l'ai dit aujourd'hui, nous reviendrons largement sur cette défaite du RC Lens face à Metz, mais également sur cette victoire du RC Lens 3-0 face à Monaco. Nous attribuerons les bonnes et les moins bonnes notes à l'équipe. Et après cela aura lieu le célèbre quiz Culture Sang et Or. Puis en deuxième mi-temps, nous aurons l'occasion d'interviewer chez Traoré. Vous pouvez bien évidemment lui poser toutes les questions que vous voulez sur le live, ce que vous êtes en train de regarder dans les commentaires. N'hésitez pas, on ira fouiller. Et n'hésitez pas, avec Tchèque, il répondra à tout, il me l'a promis. Allez, il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Alors nous allons donc aborder 2 matchs aujourd'hui, même si nous ferons court pour parler de Monaco et que nous approfondirons un peu plus la défaite face à Metz. Commençons donc par ce succès brillant 3-0 en termes monégasques ce mercredi. Ma question sera simple mais un peu provocatrice aujourd'hui. Cette victoire du RC Lens repose-t-elle uniquement sur des faits de jeu ? Samuel pour commencer. Oh, la question. Écoute, en même temps, je comprends tout à fait cette question-là parce que effectivement, ça s'est pas joué à grand-chose. Je pense à à ce fameux penalty qui a été accordé puis annulé. Un but dès la première minute, ça reste un fait de jeu finalement parce que le match n'a pas commencé, pas totalement, mais un petit peu. Ouais, alors là pour le coup, moi je pars du principe que quand l'arbitre siffle le début du match, c'est parti. Effectivement, là c'était un départ absolument canon avec en plus, cette action d'école qui commence par la droite, qui se termine par la gauche. On s'est régalé en voyant cette action, mais en fait je pensais plus à effectivement la réaction des Monégasques. Les Lensois sont passés tout près de la correctionnelle, puisque l'arbitre a sifflé donc un penalty dans un premier temps. Il est revenu sur sa décision, sauf que s'il revient pas sur sa décision, il y a très probablement 2e carton jaune pour Jonathan Grady. Et là, évidemment, c'est un tout autre match. Ouais. Bon, moi, j'ai pas vraiment d'avis sur ce penalty. Je sais pas si les gars vont en parler dans quelques instants, mais je trouve que effectivement, les Lensois s'en sortent plutôt pas mal par rapport à ça. Derrière, ils ont déroulé vraiment de manière exemplaire sur les 2 derniers buts en fin de première mi-temps. Et après, il n'y a plus vraiment de match en deuxième mi-temps. Donc, je comprends ta question. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y avait que ça, parce qu'il y avait vraiment de la qualité dans le jeu collectif. Mais effectivement, ça aurait pu tourner dans un très mauvais sens. Ah, tu sais, j'aime bien provoquer un petit peu, même quand on gagne 3-0. Chèque, toi, c'est quoi ton regard sur ce match ? Moi, mon regard sur ce match, c'est dans un match de foot, il y a tout le temps des faits de jeu. Après, si on se base sur ça, il y en aura tout le temps. Après, c'est pas faux, ouais. Moi, je pense que la victoire, elle est méritée au niveau du contenu. On commence bien le match. Après, Monaco a poussé, on va pas se mentir. Ils ont eu 10 bonnes minutes avant leur carton rouge. Mais on n'a pas encaissé de but. Après, le foot, le défenseur commet une erreur. Et après, nous, on a su jouer sur nos forces. Et puis après, voilà. Et toi, Amaury, est-ce que tu trouves que ça s'est joué que sur des faits de jeu ? Non, ça s'est joué, c'est un mot qu'on utilise souvent, ça s'est joué sur l'efficacité. Nous, on est cassé très vite en marche. Eux, derrière, ils ont beaucoup de coups de pied arrêtés, un enchaînement de coups de pied arrêtés où Jean-Louis Lequin en sort une. Ils tapent la barre aussi, je crois. Donc voilà, ils sont pas efficaces. Et nous, à chaque fois, on les punit. Donc, c'est pas des faits de jeu. Je comprends dans le sens où tu dis que c'est un fait de jeu, le but rapide. Mais c'est surtout des intentions de jeu et très vite un jeu vers l'avant qui fait qu'on marque très rapidement. Une nouvelle fois, si on s'amuse à ne pas utiliser le ballon et ne pas aller vers l'avant, on marque pas au bout de 38 secondes. Donc non, il y a toujours ces intentions-là qui nous permettent d'aller marquer. Et je pense que surtout, on voit un Monaco qui est pas tranchant, qui fait pas les transitions défensives rapidement. Et du coup, ils se font punir très rapidement par des Lensois qui attaquent tambour battant. Fabien, même question, même punition.
Est-ce que c'est un match qui s'est posé que sur l'effet de jeu? Non, je dirais pas ça. Ce qui change le match, c'est le but dès la première minute du RC Lens. C'est ça, l'équipe le doit à personne d'autre qu'à elle-même. Elle a encore réussi à enchaîner une séquence de passes d'une vingtaine de mouvements, des combinaisons intérieures. On est sorti sur le côté et on a centré. Ça m'a rappelé l'action qu'on avait fait contre Angers à domicile, où cette fois-là, Kalimuendo, je crois, n'avait pas marqué. Là, cette fois, on la met au fond et ça change un peu le match. Après qu'il y ait une réaction de Monaco derrière, c'était attendu. Et d'ailleurs, avant le match, dans nos pronos, on s'attendait à souffrir face à cette équipe. Donc, c'est pas forcément étonnant. Des pénaltys, nous, on en a eu refusé, retiré. Je me souviens contre Nantes, le cas avait sorti le tir et ça arrive à toutes les équipes. Et derrière, sur chaque action, une des rares fois où la VAR n'a pas été dans notre sens cette année. C'est ce que j'allais dire justement, Thomas. On a enfin la VAR, même si le règlement, Jean-Louis Lequier a plongé un peu avant, c'est le règlement, etc. Mais ça a quand même son en notre défaveur. Donc là, oui, ça a été en notre faveur pour le penalty, et tant mieux, on va pas s'en priver. Après, on a souffert, mais on a su leur faire mal juste derrière le carton rouge de Monaco. C'est ça aussi qui plombe complètement l'équipe monégasque. Et pour le coup, c'est un carton rouge qui ne souffre d'aucune contestation. Je vais revenir vers toi. Donc, les auditeurs le savent. Donc, tu t'es blessé pendant les matchs de préparation alors que tu étais en train d'effectuer une plutôt bonne préparation d'après notre envoyé spécial Greg Lallemand qui n'est pas là ce soir. C'est quoi ton rapport avec le groupe, sachant qu'il y a eu des nouveaux que tu n'as finalement pas côtoyé tant que ça? Tu es souvent en contact avec eux? Ouais, je suis tous les jours en contact avec le groupe. Après, nous, comme je vous dis, on n'est pas un groupe, on est plus une famille, on est tous ensemble, on s'entraide dans les bons comme dans les mauvais moments. Après, une équipe, c'est comme ça, il y a une bonne entente, c'est un bon vestiaire, on est dans un bon délire. Et voilà, ça se passe très bien. Et t'es impressionné par le niveau que tu vois sur le terrain? Non. Tu t'y attendais? Je m'y attendais pas. Après, comment vous expliquer? Quand on joue sans la peur, ça se passe très bien. On va pas, ça ne veut pas dire qu'on est en Ligue 1, qu'on doit douter des équipes, qu'on doit avoir peur des équipes. Comme le coach, il a tout le temps dit, c'est en jouant notre jeu qu'on pourra faire des résultats et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tant qu'on joue notre jeu, on joue sur nos forces, on ne va pas s'inventer un style de jeu. Ouais. Et puis voilà, donc là, on joue sur nos forces et ça nous réussit bien et voilà, c'est un bon plus pour l'équipe, quoi, tout simplement. En plus, il y a des bons joueurs de qualité et comme je vous ai dit, il y a des jeunes, il y a des cadres et l'équipe est bien structurée surtout. On a une bonne structure de jeu. Et puis voilà. Je vais conclure sur le sujet du match face à Monaco par une dernière question, un dernier tour de table. Qu'est-ce que c'est la chose la plus positive que vous retenez de ce succès 3-0, Sam, pour commencer? Mon chouchou. Isiaga Stila. Allez oui, mais bien sûr. J'ai adoré le voir marquer. Et puis j'imagine que vous avez entendu sa déclat à Canal après, que je trouve sensationnel. Il est génial, ce Isiaga Stila. Quand il dit on joue le titre, bien sûr. Enfin bref, et puis le tout en étant super calme. Enfin bref, j'aime beaucoup ce joueur. Alors évidemment, on va parler des actions collectives qui étaient super. Cette démonstration en première mi-temps, je pense qu'on a tous débloqué. Si on nous avait dit que Lens allait mener 3-0 à la mi-temps, on aurait. Je veux dire, c'était complètement. Ça aurait sonné comme quelque chose d'incongru. Et bon, voilà, donc le score évidemment, et puis le chouchou qui marque, ça se prend évidemment. Amaury, toi, qu'est-ce que tu retiens de positif? Pardon, je voulais parler. Fabien, qu'est-ce que tu retiens de positif sur ce match? Eh ben moi, bizarrement, ça va être la deuxième mi-temps, puisqu'on le score était acquis et dans ce genre de match qui peut devenir fou si l'équipe adverse parvient à mettre un but et on peut assez vite douter. On sait qu'à Lens, on a déjà connu des retournements de situation un peu comme ça. On se dit toujours avec cette équipe tout peut arriver. On en a vu d'autres. Et là, pour le coup, cette deuxième mi-temps-là. On a complètement éteint toute velléité monégasque. On les a jamais laissés revenir dans la partie. On a maîtrisé, on n'a pas forcément poussé non plus. On a fait tourner l'effectif. Donc grosse maîtrise. Ouais. J'ai bien aimé cette deuxième mi-temps. Ouais. Non, c'est intéressant, Fabien. Tu tournes la deuxième mi-temps. Moi, j'aurais dit qu'on s'était un peu ennuyé, mais tu le tournes de manière très positive. Mais effectivement, tu as raison aussi. Cheick, c'est quoi que tu retiens de plus positif de ce match? Moi, c'est la cohésion d'équipe, la cohésion du jeu, l'état d'esprit.
Et comment expliquer la possession du ballon aussi. Ouais. Sur les qualités techniques, il n'y a pas eu trop de déchets techniques au niveau du match, si vous avez tous vu le match, et les schémas aussi. On s'est rendu compte, hein, ça a confirmé au final qu'à 10 contre 11, c'est là on voit que quand il y a des espaces pour le RC Lens, ça rend le jeu encore meilleur finalement. Amaury, toi, qu'est-ce que tu retiens de plus positif? Je voulais juste dire à Fabien que je pense que Niko Kovac a éteint son équipe avant que nous on ait besoin de l'éteindre. Oui, il y a eu un peu des deux. C'est vrai. Il a sorti ses 2 attaquants d'entrée. Sinon, moi, je retiens la première mi-temps. Ce que tu disais, Thomas, c'est vrai. C'est que moi, je pense que quand Lens mène et qu'en plus l'équipe se retrouve en face à 10, il y a tout pour qu'ils explosent, quoi. Notre style de jeu fait que déjà qu'on dévore beaucoup d'espace. Alors, si l'adversaire se retrouve en infériorité, c'est hyper dur à gérer. Mais donc, oui, les phases de jeu, forcément. On a vu 2 buts, alors pas similaires, mais c'est 2 fois Doucouré qui a Michelin et qu'on marque à chaque fois, ça vient de la droite. Deux très belles, enfin, la première, une très belle passe de Doucouré et la deuxième, il attend bien le dernier moment pour le décaler. Donc, alors on en parlera après contre Metz, c'est peut-être ce qui nous a fait défaut, mais quand on voit une équipe de Lens conquérante comme ça, c'est vraiment agréable. Et je compléterai à Maurice ce que tu as dit parce que, allez, pour une fois, je vais participer. Bon, ma petite satisfaction, c'est de se dire, ouais, clairement, le couloir droit, Michelin, Klose, les deux sont en rendez-vous et c'est génial d'avoir une possibilité de rotation aussi intéressante. Ça sera mieux avec Tchèque dans quelques semaines encore. Encore plus fou. On parlera en plus de ça, Tchèque, de comment tu te vois dans l'équipe quand tu reviendras. Avant ça, on va revenir donc sur, malheureusement, on peut pas tout le temps sourire, mais je pense que si on avait dû faire des paris, on aurait dit l'inverse, hein, victoire face à Metz et défaite face à Monaco. Mais non, le monde du football est si sympa à suivre qu'il réserve parfois des surprises. On peut pas vraiment parler de surprise, mais non, en tout cas, nous avons perdu 2-0 face à Metz. Ma question, encore une fois, sera simple. Ce Metz de Frédéric Antonetti a-t-il tout simplement compris exactement comment prendre le RC Lens version 2020-2021? Je vais peut-être commencer par Chèque là-dessus. Est-ce que tu penses qu'Antonetti a trouvé la bonne recette? C'est pas la bonne recette qu'il a trouvée, c'est plus l'animation défensive qu'il a mis en place. Ouais. Parce qu'après, Metz, c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts, qui a une bonne animation défensive. C'est une équipe qui est très dure à faire bouger ou à créer des espaces, parce que c'est une équipe qui a un bloc bien compact. Et c'est ça où on a eu du mal à trouver, des espaces, parce qu'ils ont dû faire un marquage individuel sur Gaël, ou c'est lui qui trouve la plupart du temps des espaces ou qui crée les décalages. Je voyais des actions où il y avait déjà des fois 3 Messins sur Gaël. Ouais, voilà, je pense que leur animation ou leur plan de jeu, c'était plus de fermer Gaël et de faire des prises à 2, surtout sur Gaël, et pour empêcher les espaces. Et c'est ce qui nous a fait mal, quoi, de se créer des espaces. Et ouais, franchement, c'est une équipe qui est très dure à manier, je pense. Et il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir du mal face à cette équipe-là. On avait vu Montpellier la même semaine, qui est aussi une équipe très séduisante cette saison, qui a eu un peu de mal face à Metz. Fabien, toi, est-ce que tu penses qu'Antonetti a trouvé la recette miracle face à Lens? En tout cas, c'est une recette qui a fonctionné. Il l'a pas mise en place simplement face au RC Lens. Avant, Metz, c'était une équipe qui jouait à 4 derrière, en 4-3-3. Et ils ont perdu leurs 2 matchs face à Brest et Lyon à domicile en prenant 5 buts. À partir de là, ils ont changé leur schéma. Ils sont passés à 5 derrière et depuis, ils sont invaincus avec 2 nuls, un nul et 2 victoires, dont une contre nous. Donc, je pense que ils ont trouvé leur formation, leur système, et pour le coup, il est calqué sur le nôtre. Et ce que disait Chèque, je rejoins ce qu'il disait quand on commence à éteindre les liaisons entre Kakuta et les attaquants, et c'est lui qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Quand on trouve plus Kakuta, déjà, notre force de frappe est diminuée. Même si quelque part, Gaël Kakuta a été quand même brillant sur ce match, mais il y a aussi eu des problèmes dans le dernier geste, avant-dernier geste. Amaury, toi, Amaury, tu dodelines, vas-y, je te laisse poursuivre. Juste avant, je vais parler juste du chat. N'hésitez pas, je vous dis à poser des questions à Chèque Traoré, je lui transmettrai en deuxième partie d'émission. Et Jarod, oui, c'est bien moi, je vois que tu poses plusieurs fois la question. Amaury. Oui, moi je pense que c'est typiquement, alors au-delà des choix d'Antonetti sur ce match, c'est typiquement le genre d'équipe qui ne réussira pas à l'avenir. Ça ne nous a déjà pas réussi contre Angers, même Nantes où on voit quand même des blocs bas. On sait que Metz, la force c'était le contre. On a vu sur la première mi-temps où on ne savait pas si on devait aller chercher très haut au risque de s'exposer justement à ces contres-là, ou si on devait les attendre. Au final, on a oscillé entre les deux, on a fait ni l'un ni l'autre. Donc oui, je pense qu'au-delà des choix d'Antonetti, c'est surtout ce type d'équipe-là qui ne réussira pas.
ces équipes-là, heureusement, elles étaient hyper à la mode en Ligue 1 il y a 4-5 ans. Ça commence un petit peu à évoluer avec des philosophies de jeu qui évoluent dans le bon sens, et heureusement. Mais de toute façon, Antonetti a bien insisté le match. Il parle d'état d'esprit positif, de solidarité, de solidité. Voilà, c'est des notions de jeu quand même peu développées. Il parle pas de beaucoup de foot et très diversifié. Sam? Je vais aller dans le sens de mes camarades. Effectivement, je trouve que l'animation défensive de Metz nous a fait beaucoup de mal. Les Lensois n'ont jamais trouvé la clé. Après, ce que je remarque, c'est que effectivement, ces dernières semaines, on a vu que le Racing Club de Lens était beaucoup plus à l'aise lors des matchs à l'extérieur, avec ces fameuses trois victoires consécutives à l'extérieur, et puis en délicatesse à domicile contre des équipes qui jouent bloc bas et qui se projettent en contre. Sauf que Metz, c'est aussi une équipe qui joue comme ça, même à domicile. Donc évidemment, pour les spectateurs, ça ne va pas être extraordinaire. Mais en termes d'efficacité, voilà, moi j'ai trouvé les trois défenseurs là, Boy, Brown et Kiki Kouyaté, vraiment, ils ont été très bons. Les deux anciens Lensois là sur les côtés, ils ont aussi été très bons. Donc là, les Lensois n'ont pas trouvé la clé. Alors Amaury disait qu'à l'avenir, c'était le genre d'équipe qui allait poser des difficultés au RC Lens. Alors justement, je pense qu'effectivement, c'est l'un des grands défis de Franck Hez et de son équipe, c'est de trouver la clé face à ces équipes qui proposent ce type de jeu, ce type de dispositif. Et si par chance ou disons par travail ou par talent, les Lensois trouvent la solution, ça peut être très intéressant. Là, il a expérimenté, hein, Franck Hez. Il a testé 2-3 trucs qui n'ont pas porté leurs fruits, mais il y a eu, je crois qu'on était 9 attaquants sur le terrain à un moment, mais bon, même ça, malheureusement, ça va. Il le fait. Disons que, entre guillemets, Franck Hez, il se dit, il vaut mieux jouer tout pour le tout et égaliser, quitte à prendre un deuxième but prendre un but en compte. C'est ce qui s'est passé contre Angers, c'est ce qui s'est passé à Metz. Et puis en même temps, on se souvient de ce qui s'est passé contre Reims où les Lensois, ils ont joué tout pour l'attaque, ils ont réussi à marquer 2 buts, ils auraient pu en marquer un troisième. Donc voilà, ça risque de se reproduire quand l'équipe a un but de retard, de faire entrer les attaquants et de terminer à 4 ou 5 devant, avec des situations de contre pour l'adversaire. Mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi les gars, mais quelque part c'est assez kiffant d'avoir entre guillemets un coach qui prend tous les risques dans les fins de match en fait. Ouais, ça on pourra jamais lui reprocher de prendre tous les risques et de mettre le plus d'attaquants possible. En revanche, la question c'est quand on sait qu'on a une équipe comme Metz en face de nous, est-ce qu'on peut pas dès le début les surprendre? On sait qu'il doit 5 derrière, est-ce qu'on peut pas mettre 2 ailiers très hauts pour justement embêter Delaine et Santon dans les couloirs et pour que l'équipe adverse, Antonetti, je pense qu'il avait préparé toute la semaine ou en tout cas 3 jours, on a joué mercredi, mais système de jeu là de Lens. L'idée c'est d'avoir un plan B qui peut fonctionner et qui peut embêter les adversaires, quoi. Je vais poser, vu qu'on parlait de Franck Hez, je vais poser une question à Hachek qui a connu plusieurs entraîneurs dans sa carrière. Quel est pour toi le petit plus de Franck Hez? Comment tu le définirais cet entraîneur-là? J'ai pas bien compris la question. Quel est le petit plus Franck Hez? Comment tu définirais cet entraîneur? Le coach, c'est plus, il est basé sur un jeu. Il a vraiment un projet de jeu structuré et c'est ce qu'on aime dans l'équipe. Après, par rapport à tous les autres coachs que j'ai eus, c'est vrai que j'ai eu des coachs différents de Franck Hez. Mais après, ouais, le coach Hez, franchement, ouais, c'est plaisant, quoi. Ce qu'il propose, c'est vraiment plaisant. Dès qu'il est arrivé, après le limogeage du coach Montagnon, on a vu une différence, quoi. Et on a vu que c'était plus sur du jeu, franchement, c'était basé sur de la technique, la qualité technique et aller de l'avant en se créant de l'espace. Et en gros, c'est nous qu'on doit gérer la possession du match, quoi. En gros, contrôler le match, contrôler les équipes et ne pas défendre ou pas attendre les équipes, quoi. Tu t'es vite dit qu'il serait confirmé pour la Ligue 1 quand tu l'as vu arriver? Bah ouais, pourquoi il sera pas confirmé? Non, mais c'est ça. Dans l'actualité Sorior à l'époque. Ouais, bah oui, mais après, question, vous savez, il y a beaucoup de dires, il y a plein de personnes qui parlent en se disant ouais, c'est pas l'homme de la situation. Tant que vous laissez pas la chance à un coach, bah on peut pas savoir ce qui peut se passer, quoi. Tous les autres coachs qui ont commencé, bah ils sont sans doute passés par là, en se disant ouais, c'est pas lui l'homme de la situation, mais après il a prouvé. Et là, le coach, c'est ce qu'il est en train de montrer, quoi. Aujourd'hui, il est en train de prouver les choses et toutes les personnes qui disaient que c'est pas l'homme de la situation, bah au moment, il est en train de taire les critiques et il a pas fait de bruit par rapport à ça, quoi. Faudrait aller déterrer des vieux tweets de gens. On s'amuserait peut-être pas mal à faire ça. Non, après, moi, je suis pas trop sur les réseaux et tout, mais
voilà, on entend parler parfois, on a entendu des choses comme ça. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est comme un joueur, quand il reçoit des critiques, c'est de faire taire les critiques sur le terrain. Et là, le coach, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, quoi. Pour le moment, ça se passe très bien. Cette première moitié de saison, Sam, tu voulais rajouter? Ouais, bah, une petite question, je me permets de la poser directement à Tchèque, même s'il y en aura de tout à l'heure. Simplement sur le style de management de Franck Hez, on a beaucoup parlé effectivement de la tactique, du fait que c'est un entraîneur qui aime aller vers l'avant, qui met pas le bus devant le but. On a l'impression aussi que c'est quelqu'un qui est Amaury, il utilisait ce qualificatif. Alors je vais l'expliquer. Il y a quelques semaines, il disait que c'est quelqu'un de très assertif. À savoir, c'est quelqu'un en fait qui est à la fois entre guillemets dans la relation avec la personne, qui prend soin de la relation avec les joueurs, qui prend soin de la relation avec le staff, mais qui en même temps a des objectifs qui sont assez élevés, qui est assez exigeant et qui réussit à pousser tout un groupe vers un objectif commun. Est-ce que tu ressens ça, à savoir quelqu'un qui est tout simplement doué dans le management? Ouais, franchement, oui. Oui. Il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il nous transmet, on a l'écoute parce que c'est très intéressant ce qu'il nous propose et nous, on a envie d'y aller avec lui. Parce que on a certains coachs parfois qui nous expliquent des choses, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? On veut des noms, Tchèque. Bien sûr. On est tous passés par là. Bien sûr. Parfois, je sais pas si vous avez eu des patrons et tout, parfois ils vous disent des choses. Ouais. Vous avez vu? En gros, qu'est-ce qu'il raconte? Comment on va faire Nous, ça? c'est Mathieu, nous, le créateur d'émission. Voilà, Qui nous mais là, regarde. en gros, le coach, ce qu'il dit, c'est. En gros, c'est vraiment. Comment expliquer ça? On sait que c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous faire progresser ou nous Vous avez faire envie de gagner. suivre. Voilà, c'est ça. Il nous transmet les choses, quoi. Voilà. Et on sait qu'on va prendre beaucoup de plaisir avec ça. Et même à l'entraînement, on voit déjà. On va pas quitter l'entraînement énervé en se disant putain, la séance a été nulle aujourd'hui. Ouais, ok. Voilà, en gros, quand tout le monde rentre chez soi, on est tous contents parce que voilà, on a passé un bon moment. Et ce qu'il a proposé, le coach, c'était très intéressant. On sait que c'est pour nous faire progresser. On sait qu'en quittant la séance, on a tous appris un nouveau truc, quoi. Même avec beaucoup d'expérience, on apprend quand même pas mal de choses. Sam et après Amaury. Ouais, Amaury, je te laisse la parole très vite. Simplement, en fait, ce que dit Tchèque, tout simplement, c'est que Franck Hez, là, il réussit un truc qui est l'objectif fondamental de tous les entraîneurs, de tous les managers de manière générale, c'est qu'il maximise un potentiel. Ouais, fait, voilà, c'est ça. Là, en fait, on parlait du budget de Lens, le 15e budget, le promu, enfin bref. Là, il est en train de tirer à la fois tous les joueurs et le collectif de manière générale vers le haut. Et c'est ni plus ni moins pour ce qu'on demande à un meneur d'hommes, à un entraîneur, de maximiser le potentiel d'une équipe. Et il le réussit. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'une autre émission, mais c'est voir aussi en quoi son passé a pu le conduire à ces méthodes de management-là, en quoi justement avoir entraîné des jeunes pendant de longues saisons, ça peut l'avoir boosté pour cette première saison en Ligue 1. Mais en tout cas, c'est vrai il donne l'impression de faire l'unanimité. Excuse-moi, Maurice. Non, mais je t'en prie. C'est intéressant ce que tu dis dans le sens où déjà il tire le groupe vers le haut et il pousse les joueurs vers le plus possible. Et ça passe par du jeu et ça passe par un jeu attrayant. Et ça, je pense que c'est un vrai plus. On a vraiment la chance de suivre les matchs de Lens cette année. Moi, du coup, Tchèque, je voulais te demander un peu. Tu disais que Franck Hez était vraiment intéressant, que les entraînements étaient intéressants. C'est-à-dire que le ballon est au centre des choses. Il y a souvent des jeux où vous jouez plus que ce que tu as fait par le passé. Non, c'est pas ça. Mais après, c'est que le coach, il a l'écoute de chaque joueur. En gros, quand un joueur a quelque chose à dire au coach, le coach, il sera tout le temps à l'écoute. Et même après, ouais, comme vous avez dit, on prend par rapport à certains coachs qu'on a eu, c'est différent. En fait, c'est vraiment différent, même au niveau de l'échauffement et tout, on voit directement que ça va aller sur du jeu, quoi. On va pas venir à l'entraînement pour défendre. Et même les remplaçants et ceux qui sont pas dans le groupe, ils prennent tous du plaisir à l'entraînement. Au niveau des oppositions et tout, il y a beaucoup d'intensité. Et les joueurs ne font pas la gueule. Ils sont là, ils savent qu'ils vont progresser même en n'étant pas dans le groupe, quoi. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on est d'ailleurs aussi aujourd'hui, parce que vraiment tu parlais tout à l'heure d'une famille? Bah ouais, c'est ça. On parle d'une famille, c'est surtout l'état d'esprit. C'est ce que le coach il donne aux joueurs. Si un coach ne donne pas une onde positive au groupe, bah, ça va mal se passer. Ça, c'est sûr. Les gens vont venir énerver à l'entraînement, ils vont pas prendre du plaisir. Et là, ce que le coach transmet, c'est que s'il a quelque chose à dire, il va te le dire. Il va pas t'inventer un truc. C'est que le coach, il est droit, il est honnête. Voilà, c'est un coach honnête. Il parle entre quatre yeux et si le joueur a quelque chose à dire au coach, il va aller toquer dans son bureau et lui ici, il va lui dire les choses. Et le coach, il sera à l'écoute, tout simplement. C'est que
Voilà, c'est une question de, comment dire ça? En gros, que deux personnes s'écoutent. C'est une question d'être à l'écoute de l'un de l'autre. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui fait la force aujourd'hui du groupe. Parce que tout le monde est à l'écoute et quand il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, bah, on se le dit et on sait que c'est pas pour piquer, quoi. On sait que c'est pour avancer. Que Je ça vais soit une revenir critique. sur Francaise, justement, par rapport au match face à Metz. J'ai deux questions qui sont dans le chat, une de Zach et une de Nicolas, qui sont à peu près la même question pour se dire comment Francaise peut réussir à faire déjouer les équipes qui nous font déjouer, justement. Peut-être, allez, Fabien, pour commencer. C'est compliqué cette question, mais quelle solution il pourrait trouver? Bah, le problème dans le foot, c'est l'animation. Donc, face à une équipe qui, pour schématiser, refuse un petit peu le jeu, c'est-à-dire joue en bloc bas et attend les erreurs de l'adversaire pour se projeter et essayer de marquer en contre-attaque, il faut une assise technique assez élevée et essayer de créer des décalages, soit individuels, soit de manière collective. Et Lens sait le faire, on l'a vu, ils le font sur quelques minutes dans des matchs. Ils savent gérer la possession, mais c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, le défi de cette deuxième partie de saison, c'est de pouvoir le faire de manière plus régulière et sur toute une mi-temps, voire sur tout un match, prendre le ballon à son compte et placer des attaques placées et savoir créer des décalages. Mais pour ça, il faut que techniquement, on soit au top sur toute la durée d'un match. Alors, Zach me précise un peu sa question. Tu as répondu en partie, Fabien, en me disant que sa question portait sur le refus de jeu de l'adversaire, comme Metz, même si, en gros, ce que tu as dit, Fabien, répond à cette question. Chèque, tu veux peut-être rajouter? Bah, en gros, ce qu'il dit, Isaac, c'est plus les équipes qui s'adaptent à notre style de jeu, quoi. C'est pas nous, c'est pas nous qui nous adaptons au style de l'équipe. C'est plutôt l'équipe qui s'adapte à notre style de jeu et ils voient et les équipes voient qu'on peut faire très mal. Surtout. Donc, c'est pour ça qu'ils sont surtout en bloc bas. Et moi, je pense qu'il faut pas changer ce qu'on fait, quoi. Voilà, on doit pas changer notre animation défensive. C'est juste qu'on doit trouver plus d'espace et se créer plus de brèches, tout simplement. Mais les équipes en défendant, ils vont fatiguer et ça va nous créer de l'espace, tout simplement. Sam, est-ce que toi, qui étais là, tu voyais une solution possible pour Francaise? Moi, j'ai pas la prétention d'apporter des solutions à Francaise. Je pense que c'est plus celui qui pourrait m'en apporter, mais bon, c'est un autre sujet. Non, mais blague à part, en fait, je vais vous dire, je trouve qu'au final, il n'a pas manqué grand-chose pour arracher un point à Metz. Ouais. J'ai beaucoup aimé la formule de la Voix du Nord. Alors, c'était la plume de Richard Gott, évidemment, parce que Richard, il a peut-être un peu plus de talent que notre consultant. Mais il disait, en fait, il a manqué d'un peu de tout et au final, pas grand-chose. Il a manqué d'un peu de tout et au final, pas grand-chose. Sincèrement, Lens s'est procuré relativement peu d'occasions en deuxième mi-temps, mais à un moment donné, le pilier de Sotoka sur un centre de Massadio Haïdara, la reprise de Fofana qui est déviée par Sotoka, sincèrement, s'il y a, d'ailleurs, Ez l'a dit, s'il y a un partout à la fin du match, il n'y a rien d'illogique. Il n'y a rien de logique. Donc ça c'est une première réponse. Et la deuxième réponse, c'est, vous allez me dire que c'est pas forcément lié, mais je me souviens d'une déclate Deschamps après le dernier Portugal-France où il disait, voilà, moi j'ai mis Coman très haut pour en fait empêcher Guerreiro de prendre son couloir gauche. Vous savez que Guerreiro, voilà. Et en fait, c'est vrai que d'ailleurs, on revient à ce que disait Amaury au début de l'émission. C'est vrai que si on a deux ailiers qui vont embêter Santon et Delaine, qui sont quand même, évidemment que les attaquants de Metz, mais qui sont les deux plus-values offensives, un petit peu comme les pistons en soi d'ailleurs. Oui, c'est ça. Les deux plus-values offensives. Peut-être que Santon et Delaine se disent, bon, là j'ai un ailier qui me titille quand même pas mal depuis le début de match, je vais peut-être pas jouer au con à me projeter trop. Et peut-être que c'est une manière, alors encore une fois, moi je suis personne pour donner des conseils à Ez, mais c'est peut-être une manière de contourner cette difficulté en gardant l'esprit offensif en soi. Je laisse la fin, la clôture de ce débat à notre coach ce soir, Amaury. Je sais que on ne te l'a pas présenté, mais Amaury est un vrai coach réputé. C'est le futur Francky, là. C'est le futur Francaise, ouais. En tout cas, on le donc, Amaury, toi, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Francaise? Non, mais du coup, pareil, j'ai un peu de réponses. La première, c'est qu'il nous faut un vrai plan B pour apporter des problèmes sur des équipes comme ça. On sait où eux vont pas être force de proposition, ils vont pas chercher à prendre le ballon, ils vont pas chercher à faire le jeu. On sait qu'ils vont nous laisser. Donc, avoir un vrai plan B sur lequel on a vraiment bossé, même si je suis sûr que c'est le cas. Mais comme disait Sam, en même temps, le but qui marque, c'est une vraie erreur
c'est une erreur en tout cas de lecture de trajectoire. Donc ils marquent pas, si tu veux, sur une grosse domination, sur un gros temps fort. Ils ont un temps fort, ils ont 2-3 corners dangereux, ce qui est un peu la petite concurrence en ce moment malheureusement. Il y a cette lecture cette mauvaise lecture du jeu long qui leur crée une occasion. Sinon, à part ça, en fait, on n'a pas de gros temps faible, on n'est pas dominé. Donc, je pense qu'en étant nous-mêmes, ce match-là, si on fait au moins un match nul, parce qu'on parle de match nul, mais au moins, parce que pour moi, le deuxième but est anecdotique, 94e, on s'en tape, il compte pas. Si on fait au moins un match nul. C'est un petit peu mal, mais il est anecdotique. Oui, au final, oui, mais tu vois, au final, le deuxième but, il compte pas. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas très loin de la vérité. Et pour moi, je rejoins Fabien ce coup-ci, c'est qu'on doit être constant sur 90. Si on fait la deuxième mi-temps, si on fait la première comme la deuxième, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je pense que c'est surtout nous qui n'avons pas été au rendez-vous sur la première mi-temps. Alors, juste dans le chat, Nicolas, je te propose de poser ta question sur Gaël Kekuta en deuxième partie d'émission à Cheick. Je lui poserai la question que tu as proposée. Et en attendant, je vais vous demander quelque chose qui va probablement déchirer en deux le cœur de Sam. Je vous demanderai de noter Isiaga Sylla sur ce match, qui n'est clairement pas son meilleur match depuis le début de la saison. Allez, Fabien, pour commencer, quelle note tu donnerais à Isiaga Sylla sur ce match face à Metz ? Je lui donnerais un 4, puisque le but, ça vient sur une perte de balle, je crois, dont il est à l'origine, et c'est vrai que on l'a moins vu que sur les autres rencontres, mais c'est le cas aussi de notre piston droit, où le système de Metz nous a empêché d'utiliser les couloirs comme on sait le faire, et donc un petit peu en dessous par rapport à ses dernières prestations. Ouais. Amaury ? Moi, je sais que je m'oppose souvent à Sam sur ce chouchou. Une nouvelle fois, je suis pas sûr qu'il ait réussi un centre dans ce match-là. Il a le pire pourcentage de passes réussies, qui est à 50%. Si j'ai pas de bêtises, il a dépossédé une fois l'adversaire du ballon. Donc, moi, je trouve qu'il est vraiment dans le creux de la vague, notre ami Isiaga Sylla, même si j'aime beaucoup son tempérament et l'intensité qu'il met. Il perd le ballon aussi sur le but. Donc, moi, je vais lui mettre malheureusement 4 aussi. Alors, avant d'entendre Sam, je pose la question à Cheick. Alors, je suis désolé, en écrivant je réalisé à quel point c'était pervers. Bon, je te demanderai pas notre Cheick, t'inquiète pas, mais à quel point c'était pervers de te demander de parler de ton concurrent direct au poste finalement. Mais t'as pensé quoi du match d'Isiaga ? Écoutez, c'est un match compliqué, comme pour toute l'équipe. C'est un match très, très compliqué. Après, c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'est surtout l'animation défensive de Metz qui nous a fait mal. Et je pense que même leur animation, elle a été portée aussi sur nos deux pistons, parce qu'ils savent qu'ils sont très, très offensifs. Et c'est dû à ça qu'il a peut-être eu un mauvais pourcentage de passes. C'est parce que son jeu il est risqué un peu. C'est un jeu risqué qui est porté vers l'avant. Et c'est dû à ça, son mauvais pourcentage de passes. Après, ça arrive à tout le monde de faire des pertes de balles. On fait tous des erreurs dans un match de foot. Et on peut pas lui en vouloir pour ça, quoi. On peut pas lui en vouloir parce qu'on a perdu ce match. On va pas dire que c'est de sa faute, c'est de la faute à personne. Si on perd, c'est toute l'équipe. Et voilà, c'est ce qui arrive. C'est ce qui est arrivé, tout simplement. Mais moi, en tout cas, je mettrai pas de note. Après, c'est vrai que il a pas été dégueulasse. Mais il a fait un match correct, on va dire. Voilà. Il y a des choses bonnes dans un match. Il a fait des choses bonnes comme des choses pas bonnes. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Mais voilà, c'est pas un match qu'on va retenir, quoi, tout simplement. Et bon, Sam, je te demande la petite note d'Isiaga Sylla. Non, alors c'est pareil, moi je vais pas mettre de notes, mais je comprends les notes de Fabien et d'Amaury. Je comprends, mais je vais quand même me défendre. Moi, je veux défendre Isiaga jusqu'à la mort, il n'y a pas de souci. Déjà, en rappelant qu'il avait fait un très bon match 3 ou 4 jours plus tôt à Monaco, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, moi j'entends ce que dit Cheick concernant Isiaga, qui est un joueur offensif, en tout cas qui aime aller vers l'avant. Simplement, en fait, je disais lors de la dernière émission, un petit peu en boutade, il est pas payé pour adresser des passes décisives. Ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, autant le côté droit entre guillemets du milieu de terrain lensois avec Jonathan Klaus et Clément Michelin, ce sont deux joueurs qui sont en fait doués tout simplement pour adresser des passes décisives et pour réaliser des bons centres, etc. Ce que je vois plus dans Isiaga Sylla, c'est peut-être un joueur qui défend peut-être un petit peu mieux, qui est alors vous avez dit effectivement il y a cette perte de balle, mais de manière générale. Un match de foot, c'est des pertes de balles. Hein. Exactement. Mais en tout cas, il n'a pas le même profil que ses acolytes du côté droit. Lui, je pense que c'est plus un joueur qui est à l'aise, qui est plus à l'aise dans le duel, qui est plus à l'aise dans le combat et qui aime bien se projeter, peut-être même plus pour conclure les actions que pour les créer.
On va maintenant parler de Cheick Doucouré. L'autre Cheick du RC Lens, c'est un grand match pour lui quelque part parce qu'en ce moment, la nouvelle concurrence est arrivée avec Seko Fofana. Donc c'est un match où forcément il était regardé de près. Je demandais à Cheick Traoré pas de noter Cheick Doucouré, mais de noter la nouvelle coupe de cheveux de Cheick Doucouré. C'est sa nouvelle coupe de cheveux, je mets un 0. Ouais. 0. Ah ouais. C'est quand même étonnant. Je lui ai dit, putain, t'as fait quoi encore, toi? Ouais. Complètement fou, lui. Vous l'aimez bien, vous? Moi, je dirais que c'est ce qu'on appelle craquer dans le milieu de la coupe de cheveux. Après, j'ai pas de leçon à donner aux gens. Ouais, Mais... je crois que c'est pour les fêtes de Noël qu'il a fait ça, je crois. Ouais. Et la nouvelle année qui approche. Je mets plus de commentaires. Bon, mais j'espère qu'il l'entendra quand même, parce que voilà. Mais qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match de Cheick Doucouré? C'était un peu compliqué, hein. Je pense qu'on a c'était dur à se créer des espaces. Ouais, c'était dur. Franchement, après, moi, je m'y connais pas trop à ce poste, donc je peux pas trop juger, mais je sais pas. Je ferai pas de commentaire à part ça. Je vais juste faire une question d'ouverture sur ce joueur. On lui prédit un bel avenir. Après, au niveau de... il a des qualités de fou. Franchement, moi, j'ai rarement vu ça chez un joueur de son âge. Il a une maturité, il comprend vite les choses. Et même sa vision du jeu aussi. Moi, quand je suis arrivé ici, c'est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné dès que j'ai vu ses qualités. Il a des qualités physiques, il est athlétique et technique aussi. Et moi, je pense qu'il ira très loin s'il continue sur ce chemin-là. Je pense que vous êtes les deux joueurs qui allaient porter la sélection malienne très très loin. J'espère. Il y a Massadio aussi. Il y a Massadio aussi, c'est vrai qu'il y a Massadio. Ouais, il y a Massadio, c'est un joueur, il a des grosses qualités. S'il continue comme ça, je pense qu'il ira très loin et je pense que ça sera du niveau Ligue des Champions. On l'espère aussi. Fabien, sur le match face à Metz de Cheick Doucouré. Je lui donnerais 6, je pense. Ouais, je l'ai pas trouvé. Si je le compare à Cahuzac, ils n'ont pas forcément le même rôle, mais je trouve qu'il a gagné davantage de duels. Il était là dans les transitions de passe, dans les phases de possession. Non, il a bien tenu son rôle et 6 aussi pour son match de Monaco. Je vais le noter sur ces 2 rencontres et je trouve qu'il monte en puissance au milieu de terrain où il y a une concurrence assez féroce à son poste. Ils sont 3 là à tourner et je trouve qu'il a pleinement sa place dans l'équipe. Et si on doit voir plus loin, moi je trouve beaucoup de signaux positifs autour de Cheick Doucouré parce que quelque part il a le soutien de Seko Fofana, de Yannick Cahuzac, un joueur très expérimenté, un joueur qui a connu d'autres championnats à ce poste-là, plus un coach qui est à l'écoute. Il a toutes les clés en main pour se développer parfaitement finalement. Sam sur Cheick Doucouré. Je reviens un petit peu sur ce que disait Fabien. Je partage sa lecture. Alors, j'aurais tendance à mettre une note encore plus élevée pour son match à Monaco, notamment pour cette merveille, ces merveilles de passe, mais la passe de la 35e seconde, là, c'est clair. Ouais. Alors, on en voit très rarement des passes comme ça. Hein. Cheick parlait de sa capacité athlétique, mais en fait, il a un autre talent. C'est ça. C'est transpercer les lignes avec des passes. C'est ça en fait. C'est ça aussi qui m'a impressionné, c'est quand il te fait la passe, tu te retournes, tu es directement dans une bonne condition. Tu te demandes comment ça se fait. Il voit un peu avant, je pense. Donc, il a une bonne vision. Et ça il l'a fait 2-3 fois à Monaco, ça a été très payant. À Metz, il aurait pu être décisif aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on se souvient en deuxième mi-temps, au milieu de deuxième mi-temps, là, cette double frappe. Des frappes assez puissantes d'ailleurs. Okidja s'en sort plutôt pas mal là-dessus, mais voilà, je trouve qu'il a fait un match très correct. Faut pas oublier qu'il s'est reposé un petit peu ces dernières semaines parce que Seko Fofana et Yannick Cahuzac ont peut-être un peu plus joué. Donc là, il était très bien. Espérons que ça dure. Et pour rappel, l'équipe a mis 5 à Cheick Doucouré et 4 à Cahuzac. Voilà, c'est la petite précision que je voulais donner. Amaury, pour conclure sur Cheick Doucouré. Moi, j'ai du mal à évaluer les joueurs sur ces matchs-là où c'est hyper fermé à l'intérieur. C'est dur. Ouais, c'est ça. C'est très dur, il y a beaucoup de densité. Il a vraiment, Antonetti a vraiment calqué son milieu de terrain sur le nôtre pour nous empêcher de jouer. Ce qui fait il n'y a pas pu avoir beaucoup de prises de risque et beaucoup de passes risquées comme on l'a vu à Monaco où il y avait beaucoup d'espace. Là, ces passes vers l'avant, forcément, elles étaient moins productives parce qu'il n'y avait pas d'espace devant. Moi, je pense qu'il a fait un match propre, un match solide. Sans être forcément très bon, mais en tout cas il a été au niveau et je te dis dans la densité, moi j'ai du mal je lui mettrais 5, mais c'est dur en tout cas sur ce match-là j'ai du mal à sortir un Lensois vraiment qui est sorti du lot. On va finir l'analyse de ce match avec le carton rouge. À qui, à quoi ou à quand vous donnez votre carton rouge? Souvent j'aime bien les petits cartons rouges de Fabien, donc je vais commencer par Fabien.
Oh bah, enfin, carton, toujours en partant du principe que le carton rouge c'est un bien grand mot, mais ce serait peut-être sur la rencontre de Metz où on a vu un match à demi-temps, c'est-à-dire qu'en première mi-temps je nous ai trouvé complètement dedans et inoffensif, on va dire. Et en deuxième mi-temps, on a su élever notre niveau pour ne pas être loin d'égaliser. Et ça nous est arrivé contre Nantes où on menait 1-0 à la mi-temps et en deuxième mi-temps, on s'est un petit peu arrêté de jouer. Donc c'est pour ce phénomène-là. Voilà, des fois, on fait des matchs un petit peu coupés en deux, on va dire. Je me souviens de saison du RC Lens où c'était le cas à tous les matchs dans les années 2000. Il y a eu des moments un petit peu comme ça. Sam, le carton rouge, tu me donnes à quoi? Disons que je vais le donner aux joueurs à vocation défensive. Alors pas forcément que pour le match de Metz, mais j'ai remarqué que depuis un certain temps, c'était le cas également à Monaco, il y a beaucoup de joueurs à vocation défensive qui prennent des cartons jaunes ou qui font des fautes très importantes au tout début de match. Ouais. C'est-à-dire avant le premier quart d'heure. Donc là, c'est pareil. Enfin, je pense à Loïc Badet par rapport à cette suspicion de penalty. Bon, finalement, ça se passe bien. Je pense, j'en ai déjà parlé à Jonathan Grady à Monaco qui prend un carton jaune à la 9e minute. Et derrière, il y a encore une fois cette suspicion de penalty. Enfin bref, évidemment, c'est très facile à dire. Et je comprends la logique du défenseur de vouloir marquer son territoire et de vouloir montrer qu'il est combatif à son attaquant dès le début du match. Mais quand on est défenseur, prendre un jaune à la 10e ou à la 15e minute ou faire une faute importante à la 5e ou à la 10e minute, c'est se mettre en difficulté et se mettre l'ensemble de l'équipe en difficulté. Donc, je sais que Lens est une équipe jeune avec des défenseurs qui, pour beaucoup, découvrent la Ligue 1, mais attention entre guillemets aux fautes et aux cartons dans le premier quart d'heure parce que ça a déjà été préjudiciable. On l'a vu à Lille notamment. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Amaury, ton carton rouge? Alors moi, il sera sur notre fébrilité défensive sur les coups de pied arrêtés. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça fait quelques matchs où on se met en danger sur cette situation-là. Là, j'en ai compté 3, je crois, en première mi-temps, où à un moment, Kouyaté, il est à 6 mètres du but tout seul. Et s'il la met, voilà, il y a un petit match et il doit même la mettre, à la limite. On a connu la même chose contre Monaco, où notre en fait résulte d'une fébrilité défensive pour les coups de pied arrêtés une nouvelle fois, ou si Marc une nouvelle fois, c'est sur corner. Donc, et je crois même que c'est Montpellier, le match d'avant, c'est ça. Une nouvelle fois, soit sur des centres, soit sur des coups de pied arrêtés, où on est mis à mal. Donc là, c'est Franck S parlait de problème de concentration. Si c'est que ça ira bien. Mais un petit déficit de taille, là, je regardais justement face à Metz, on avait 3 cm d'écart, je crois, de moyenne de taille. Donc, c'est pas ça qui fait qu'on est en danger à chaque fois. Et on voit sur la tête de Kouyaté, par exemple, c'est juste un problème de marquage, c'est pas un problème de taille. C'est juste qu'on n'est pas du tout à la tombée du ballon. Donc là, je pense que le coach en parlait, il en est conscient, et moi, je suis personne pour le dire, mais je pense qu'il y a un vrai problème à régler là. Sinon, on va devant de vrais déconvenus. Et check un dernier. La chose qui ne t'a pas plu dans ce match, là, le plus, c'est quoi? La défaite. Tout simplement, je me sais. Je sais que ça allait être... La défaite, tout simplement. C'est tout. Et je vais poser une petite question un peu bonus. Si tu avais été au bord du terrain, admettons, et qu'on t'avait fait rentrer à la 60e minute, tu aurais fait quoi? Tu aurais pensé à quoi pour essayer de retourner la situation? C'est d'aider l'équipe, c'est de tout donner. Hein. C'est de tout donner. Après, on ne sait pas comment tout peut se passer sur un terrain. Ça va très vite. Surtout, ça va très vite. Après, c'est... Ouais, franchement, je ne pourrais pas te répondre à ta question. Là, là franchement, c'est compliqué à dire cette question. Parce qu'en tant que piston, tu ne peux pas... Tu vas pas te dire, je vais rentrer, je vais mettre 3 buts. Tu vois, tu vas pas rentrer et te dire... parce qu'en tant que piston, c'est d'attaquer, de défendre. Soit tu te dis... on n'encaisse pas de but et on essaie d'en mettre un, ou soit tu te dis, on reste en place et le match, ça y est, il est plié, quoi. Ouais. C'est un peu compliqué. Franchement, je pourrais pas te répondre à cette question. C'est surtout les instructions du coach. C'est tout que tu nous montreras tout ça bientôt. D'ici février, ton retour des terrains. Les mots, ça va bien 5 minutes, mais je pense que tu as surtout hâte de retourner sur la pelouse. C'est ça. On siffle la première mi-temps de cette émission. On va tout de suite passer au quiz de culture sang et or. Donc, je vais demander ma petite musique de suspense, que j'aime bien. Super. On va reparler d'un Metz-Lens, celui de 97-98, l'année du titre de champion. Cette fois, c'est Lens qui avait gagné 2-0 face à Metz. Ma question sera simple. Quelle était la composition de l'équipe du RC Lens ce jour-là? Les titulaires, je parle bien des titulaires. Je vais commencer par Amaury. On va dire Yoann Lachor. Yoann Lachor, évidemment. Fabien. Guillaume Vermuse.
Guillaume Varmuz. Sam. Anto Drobniak. Anto Drobniak, double buteur ce jour-là. Chèque, je suis désolé pour ces questions. Je sais pas si c'est son équipe, Mika Debev. Franchement, Chèque, t'aurais presque gagné. Il est rentré à la 66e, donc tu perds. Mais franchement, il était là, donc t'étais pas loin. Donc tu perds malheureusement. Amaury. Eric Sikora. Eric Sikora était là, effectivement. Je sais plus si c'est Fabien ou Fabien. Tony Vérel. Tony Vérel. Sam. Vladimir Smisser. Effectivement, Amaury. Jean-Guy Wallem. Jean-Guy Wallem. Fabien. Marc-Vivien Fouet. Ouais. Sam. Stéphane Ziani. Ouais. Amaury. Attends, parce que je note en même temps. Hein. Non, c'est 3 secondes, éliminé. DU, on l'a déjà dit, je crois, non? Non. Non. Ah bon, pardon, Amaury. Fabien. Allez, je fais un décompte avec les mains. 5. Cyril Magnier. Cyril Magnier. Sam. Bah, ça fait 11, hein. Et vous l'avez faite, voilà, vous avez fait la On a 3 gagnants dans ce quiz incroyable. Et franchement, Chèque a gagné avec vous parce que. C'est pas ma génération aussi. Ouais, mais t'as tapé. Check, un peu de respect, s'il te plaît. Non, mais Chèque, c'était presque pas une mauvaise réponse parce que cette année-là, Debev était quasiment tout le temps titulaire, mais là, il a remplacé Smisser à la. Enfin, il a joué. Pardon. C'est pas ma génération, Sam. Non, mais c'est important, je crois qu'il est rentré, Sam, de Thomas, à dire non? Ouais, non, mais bien sûr, il est rentré à la 66e. Il était pas dans le 11 de. Il était pas dans le 11 de. Ok, je me fais une fausse idée. À la 66e à la place de Vladimir Smisser. On passe tout de suite à la deuxième mi-temps de Culture 100 heures. C'est parti pour la seconde mi-temps. On va poser toutes les questions que vous m'avez proposées à Cheick Traoré. Et je vais préparer quelques questions aussi. Et l'équipe, n'hésitez pas non plus. Ça fait plaisir que tu sois là, Cheick. Et merci depuis le début. Tu es brillant avec nous, clairement. Ah non, t'es très bon et tu réponds très franchement. C'est un plaisir de t'avoir. On a une question qui est venue sur le chat par rapport à ta nationalité. Donc, on rappelle que tu es malien. Et il y a eu pas mal de joueurs maliens ces dernières années au RC Lens. Souleymane Diarra, Modibo Sagnan et surtout le génialissime Sédou Keita. Donc une question à savoir, est-ce que Aïdara ou Doucouré t'ont incité à signer à Lens? Non, je les connaissais pas encore. En fait, j'ai fait ma première sélection la saison dernière après le match de Orléans quand on est parti là-bas. Après le match d'Orléans et la sélection en Afrique du Sud. Et après, je suis parti. Non, ils m'ont pas incité, mais c'était presque acté déjà quand j'étais à Guingamp. Le sélectionneur m'avait déjà appelé par rapport à tout ça. Et voilà, ça a pris un peu plus de temps, mais finalement, après, j'ai été sélectionné, quoi, parce qu'il y a la CAN et tout derrière. C'est pour ça. Et justement, je voulais revenir sur ton transfert. On reparlera de la sélection malienne, mais pas mal de supporters lensois l'ont vu, notamment dans le documentaire Culture 100 et or. T'as pas fait l'objet d'un échange, mais il y a eu un échange de bons procédés quand même quand le RC Lens a vendu Yannick Gomis. Du coup, il y avait une négociation pour te récupérer. Est-ce que tu as eu vent de toutes ces tractations ou est-ce que pas du tout? Comment Non, le transfert? Pas du tout. Moi, je sais pas ce qui a inventé cette histoire d'échange avec Yannick Gomis ou quoi que ce soit. Non, il y avait rien à voir avec ça. Après, moi, comment ça s'est passé à Guingamp, c'est que au début de saison, pendant la prépa, ça se passait très bien. Et après, avec le coach, on a eu un petit conflit où le coach m'a dit du jour au lendemain, trouve-toi un club, je compte plus sur toi. J'étais blessé. C'était clair, ok. Ouais, ça a été clair, mais après, son discours a changé. En gros, on me disait non. T'es mieux ici, non, Cheick, franchement. Ouais, je suis bien maintenant ici. Ouais, je suis mieux maintenant. Après, on est en Ligue 1 et tout, donc il y a quoi de mieux? J'en veux pas au club, j'en veux pas à Guingamp, j'en veux pas au coach. C'est comme ça le foot, ça va vite, tout simplement. Et moi, quand Lens m'a appelé, j'ai même pas hésité, hein, j'ai dit oui directement. Ça se refuse pas, ce club, de toute façon. Ouais. T'avais déjà une bonne image du club avant d'y être? Ouais, tout le temps. Moi, c'était un club que je voulais faire au moins une fois, quoi. Je voulais... Et quand Lens s'est ouvert, quand j'ai eu l'opportunité de venir ici, j'ai même pas hésité, même pas 10 secondes. J'ai dit, allez, directement. J'ai dit, je fonce. J'ai foncé direct. Et pour revenir sur la sélection malienne, est-ce que ça représente quoi pour toi? Est-ce que c'est un vrai objectif? On me rappelle que tu as une sélection face à l'Afrique du Sud. Une fois que tu seras revenu sur les terrains, c'est vraiment quelque chose que tu objectives? Ouais, bah oui, c'est un objectif, bien sûr. Faut avoir des objectifs dans le foot. Hein. Si t'as pas d'objectif, ça sert à rien de jouer. Ouais, bah oui, c'est un gros objectif pour moi, surtout il y a la CAN qui approche.
Donc, ouais, c'est de revenir en forme et pourquoi pas être là pour la CAN et les qualifications de la Coupe du Monde. Tu penses que c'est possible parce que malheureusement, à cause de ta blessure, t'es forcément moins visible et il y aura tout ce temps de reprise. Tu penses que c'est possible de faire la CAN? Tout est possible dans le foot, ça va très Ouais. vite. Faut Et pas tout est perdre. possible. Dans le foot, Faut... c'est une phrase de Cheikh Traoré, il l'a dit. Faut pas perdre espoir, tout simplement. Et je perdrai Et- jamais espoir. On m'a jamais rien donné, donc faut aller chercher les choses, tout simplement. Et je vais aller les chercher, les choses. Sam? Ouais, une petite question, Tchèque, par rapport à ton poste, à ta polyvalence. La saison dernière, on t'a vu sur les côtés. Je sais qu'en match de préparation, avant ta blessure, tu as également joué en tant que, je sais plus si c'était stopper gauche ou stopper droit. Est-ce que t'es capable de jouer à ce poste-là ou c'était une vraie découverte pour toi? Non, c'était pas une découverte. Quand j'étais petit, j'étais défenseur central. Enfin, jeune, mais après, à cause de la taille, on a dû me mettre arrière droit, après arrière gauche. J'ai joué un peu partout. Après, moi, là où on me place, bah, je vais jouer. Hein. On ne dit pas non. Hein. Tant que tu es sur le terrain et tu prends ton plaisir, tu fermes ta gueule et tu joues. Excusez-moi du langage. Hein. Non, mais, pour Voilà, moi, c'est clair, Cheikh. ouais, c'est clair, pour c'est moi, clair. c'est Mais clair. tant que tu prends du plaisir, tu préfères jouer et ne pas jouer. Tu préfères jouer ou ne pas jouer? C'est de jouer, même si tu n'es pas à ton poste. Moi, je préfère jouer tout simplement. Et là, par rapport à ton retour sur les terrains, j'imagine que tu es régulièrement en contact avec Francaise, sachant qu'il y a effectivement 2 joueurs dans chaque couloir. Comment tu vois une possibilité de t'intégrer à ce groupe? De travailler, Ouais. tout simplement, et de revenir en forme et Mm. montrer au coach qu'on est là. C'est pas là, je reviens de blessure, c'est pas de montrer au coach, voilà, je suis revenu de blessure. Moi, le fait, là, en gros, quand je vais reprendre, c'est pour montrer au coach que je suis prêt à jouer déjà. Et Ok. qu'il peut compter sur moi. C'est pas revenir pour dire, voilà, je suis là, j'ai intégré le groupe, tout simplement. Moi, j'ai envie que le coach, il se gratte la tête avec tous les joueurs qui sont là et lui montrer que Ouais. moi aussi, je suis prêt, tout simplement. Bon, c'est un vrai bel objectif. Fabien, tu voulais poser une question? Ouais, Tchèque, on l'a dit, tu as subi une grave blessure l'été dernier. Moi, je voulais savoir, selon toi, ce qu'il y avait de plus dur dans une blessure comme celle-là. Est-ce que c'est l'aspect physique, c'est-à-dire gérer la douleur déjà de la blessure, la rééducation et travailler pour revenir à ton niveau physique d'avant, ou est-ce que c'est l'aspect mental, c'est-à-dire l'incertitude que ça crée, la blessure, le fait d'être un peu à l'écart du groupe, justement de pouvoir retrouver ta place dans le 11 et de pouvoir retrouver le niveau que tu avais avant de te blesser. C'est quoi, selon toi, le plus compliqué à gérer? Bah, le plus compliqué à gérer, je vais pas vous mentir, quand tu te blesses directement sur le coup, tu commences à rentrer dans une période de doute où c'est un peu compliqué. Tu te dis, voilà, comment je vais faire pour revenir, comment je vais faire pour récupérer physiquement, comment je vais faire pour jouer. Ouais. Mais après, tu mets tout ça de côté, tu jettes tout ça de côté, tu te dis, voilà, tu t'es blessé, c'est fait. Maintenant, il faut que tu travailles et tu reviens plus fort et tu reviendras plus fort tout simplement et montrer au coach que c'est pas la blessure qui va t'arrêter là, quoi. En gros, c'est une blessure, ça arrive à tout le monde, ce genre de blessure, et c'est une grosse blessure, mais malheureusement, ça arrivait sur moi, mais moi, je l'ai vite accepté sur le coup, directement. Ouais. Je me rappelle de mes phrases, de mes mots, quand les gars de l'équipe, ils sont venus me voir, ils m'ont tous dit, ouais, t'inquiète pas, on est là pour toi, on est là, on est là. J'aurais dit, vous inquiétez pas pour moi, je vais revenir en forme, tout simplement. Et c'est ce qui va se passer, je vais revenir et je vais tout péter, tout simplement. C'est bien, c'est top. Top. Ouais. Ouais. Amaury, tu avais une question? Moi, j'ai même 2 questions. La première, Tchèque, on disait cet été, on t'avait aussi gardé parce que tu étais vraiment important dans le vestiaire. Est-ce que tu as un caractère fort dans un groupe? Est-ce que tu aimes prendre la parole et peut-être avoir ce rôle un petit peu de capitaine? Non, moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis là, je suis dans le vestiaire. Après, moi, quand j'ai quelque chose à dire, moi, je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un d'honnête. En gros, si j'ai quelque chose à dire, bah, je vais pas passer par 4 chemins. Je vais le dire que ça blesse ou pas. Et puis voilà, c'est comme ça. Je suis un genre comme ça. Après, j'aime bien rigoler avec tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Et C'est Monsieur Bonne Humeur? Ouais, voilà, je suis tout le temps de bonne humeur, quoi. Mais après, quand je suis sur le terrain, je pense que ça se switch vite, en fait. Tout simplement. Mais après, ouais, je suis tout le temps de bonne humeur. La deuxième, du coup, qui est un petit peu plus légère. Est-ce que tu rêves toutes les nuits de ton premier but en Ligue 1? Est-ce que quoi?
Est-ce que tu rêves toutes les nuits de ton premier but en Ligue 1? Non, je rêve pas parce que je sais que je vais jamais marquer. Oh. Et regarde ici, Agassi, là, il y a pas plus tard que 3 jours. Mais je sais même pas, il a même pas fait exprès de marquer. Lui. Non, je rigole. Mais ouais, je sais pas, j'arrive pas à marquer, moi. J'ai tout fait pour mettre un but, c'est jamais arrivé. Même à Guingamp, j'aurais dû marquer contre Nice, c'est pas rentré. C'est bon, j'ai abandonné tout ça. C'est même plus en tête. Et on va juste conclure sur ça. Donc, tu sais, c'est quand exactement ta reprise normalement? Fin février, début février? Bah, la reprise avec le groupe, c'est prévu après les vacances de Noël, là. Ok. Bah, en gros, à partir du 28, Ok. la reprise, le 28. Et après, retour à la compétition, ça sera pour février, normalement, si tout se passe bien. Petite question qui intéresse les supporters. C'est qui tes potes dans le groupe avec qui tu traînes? Tout le monde. Tout le monde, c'est vrai? Ouais. Ok, ça marche. Merci, Cheikh Traoré, merci beaucoup pour toutes Merci ces à vous. réponses. On va faire un dernier sujet dans l'émission, parler du prochain match du RC Lens face à Brest. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? On commence par Amaury. Qu'est-ce que tu attends de ce match? Alors moi, ce que j'attends de ce match, c'est un vrai beau match de foot. Je pense que Lens et Brest font vraiment partie de ces équipes, alors peut-être pas sous-côté, mais qui n'ont pas forcément un nom ronflant dans notre Ligue 1, mais qui proposent un vrai beau football et des vraies belles parties. Donc j'attends un vrai beau match de foot. Je pense que Brest, c'est vraiment un adversaire qui nous convient bien, un adversaire qui joue, qui ferme pas le jeu, et que du coup, on a un vrai bel adversaire pour montrer un beau visage du Racing. Et du coup, on alterne depuis un petit moment entre victoire et défaite. Donc j'attends qu'on finisse sur une petite note positive, qu'on reparte de l'avant et qu'on passe les fêtes bien au chaud dans la première moitié du classement. Fabien? Le match de Brest, c'est le dernier de la série de 4 matchs là qu'on a fait en 10 jours. Et bon, pour l'instant, on a une victoire, 2 défaites. Et le résultat de ce match soit va mettre en relief notre victoire à Monaco, soit inversement, si on connaît encore une défaite, on va se dire que notre série est négative et qu'on ne va pas retenir tout ce qu'on a pu faire de bien dans les différents matchs, et on va simplement se focaliser sur ce qui a été moins bien. Et donc j'attends de Lens qui soit à la hauteur des attentes, c'est-à-dire que là on attend de l'équipe qu'elle prenne des points à domicile, chose qu'elle a du mal à faire depuis un certain temps, et qu'elle trouve sa cohésion sur toute la durée du match, comme elle l'a fait à Monaco notamment, et comme elle sait le faire, elle l'a fait à Rennes également. Et voilà, quand on dit bien finir l'année, c'est justement rester sur une note positive, et donc ça passe par le contenu, et également s'il y a le contenu, il y aura le résultat derrière, quoi. Voilà. Sam? J'attends ce qu'on a vu depuis le début de saison, c'est-à-dire une capacité de rebond en fait quand il y a eu des éléments contraires, quand il y a eu des défaites. Jusqu'à présent, les Lensois l'ont toujours fait. Alors après, évidemment, si on fait un petit focus sur Brest, je regardais, il reste quand même sur 14 points en 7 matchs. Donc sur les 7 derniers matchs, il tourne à 2 points par match. 4e attaque, il reste sur un nul à Lyon. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire la partie dorée de la médaille. Et puis après, en même temps, ils ont la 19e défense. Et c'est une équipe qui a perdu 5 fois en 8 matchs à l'extérieur. Donc, disons que Brest, c'est un petit peu comme Lens. Parfois, on a du mal à les cerner. Ils sont capables du meilleur comme du pire, on a l'impression. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Amaury. C'est le type d'équipe qui convient plutôt bien à Lens. Donc voilà, évidemment, capacité de rebond. Et qui dit capacité de rebond dit victoire. Voilà ce qu'on attend. On va pas se mentir. Surtout que Thomas, je me permets de compléter, Ouais. on n'a pas gagné à Lens depuis le 3 octobre à domicile. On a enchaîné 2 nuls et 2 défaites. C'était d'ailleurs le dernier match où on avait du public. Depuis qu'on a plus de public, on n'a pas gagné une seule fois. Donc on attend aussi ce petit rebond à domicile, là, c'est important. Et je vais poser la question à Cheikh, sachant que quelqu'un sur le chat, Aurel, dit quand on voit Cheikh parler, on a envie de devenir son ami. Voilà, Aurel a envie de parler avec toi. Tu peux lui dire, on va devenir amis, Aurel, t'inquiète. Voilà, la promesse est lancée. Cheikh, du coup, qu'est-ce que tu attends toi de ce match face à Brest? Moi, ce que j'attends de ce match, c'est de finir sur une note positive, comme vous l'avez tous dit, c'est de finir l'année en beauté, tout simplement, et qu'on parte tous en vacances avec un gros smile. Voilà. Et comme ça, on peut partir en vacances en paix. Non, ça va être un match compliqué. Brest, c'est une équipe qui a à peu près le même style de jeu que nous, je pense. C'est une équipe qui joue beaucoup, qui n'a pas peur, qui va beaucoup vers l'avant. Après,
Nous, si on va jouer sur nos armes, on va aller vers l'avant en espérant faire les choses bien et gagner ce match. Et on va terminer par les pronostics. Je vous invite le chat à donner aussi vos pronostics sur ce match pour avoir une petite tendance. Amaury, tu t'attends à quel score? On peut se faire un remake des pronostics de Monaco-Lens ou pas? Les joueurs qui moqueraient allègrement. Non, c'est difficile à pronostiquer. On a vu que Lens était souvent à contre-pied. Hein. Ils gagnent, on ne les attend pas forcément. Et on fait des contre-performances, mais j'ai quand même envie de croire à une belle victoire avec des buts et du coup une victoire 3-2. Fabien? 1 partout. Ok, pour l'instant on a du 2-0 dans le chat. Sam? Je suis presque aussi nul que Greg Lallemand en pronostic, donc ce que je veux dire, c'est pas comment dire parole d'évangile, mais je dirais effectivement un match avec pas mal de buts, style de partout. On a du 3-1, du 1-1, du 2-0, du 2-1 pour Lens et Chèque. 1-0. 1-0 pour Lens. Et franchement, on s'en satisferait tous, je pense. 1-0, terminé, on va vers Noël, la dinde et on part. C'est ce qui va se passer, on va gagner 1-0, j'espère. On l'espère également. Je remercie Amaury, Fabien et Sam d'avoir répondu à l'appel pour cette émission. Tchèque, alors Tchèque, j'ai envie de savoir, c'est Chèque ou Tchèque? Parce que je sais pas si je t'appelle bien depuis le début. Comme tu veux. Ouais, bon, on m'appelle Chèque, Cher. On m'appelle. Non, ça y est, je suis habitué. Comme vous voulez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu à notre invitation. Tu étais vraiment excellent ce soir. Tu as peut-être un dernier petit mot pour les supporters qui nous regardent? Déjà, on tient à vous remercier pour votre soutien. Même si vous n'êtes pas au stade, on a hâte de tous vous revoir au stade, nous supporter, parce que voilà, on sent que vous n'êtes pas là, on a besoin de vous et malgré ça, on sait que vous êtes derrière nous. Donc, je tiens à vous remercier par rapport à tout ça et aux nombreux messages que j'ai reçus par rapport à ma blessure parce que j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Donc, je tiens à vous remercier ici. Et puis voilà, profitez des fêtes, prenez soin de vous et gardez toujours le sourire dans les bons comme dans les mauvais moments. Je pense que ça fera plaisir à tous nos supporters. Encore merci. Nous, on se retrouve en 2021 forcément parce qu'il n'y aura pas de débrief pour le prochain match du RC Lens parce que voilà, on va prendre une petite pause. Et pardon, Sam. La trêve des confiseurs là. Il faut qu'on Et on va remercier Baptiste et Mathieu qui gèrent en coulisses cette émission. Et nous, on se retrouve donc en janvier. Et avant ça, je vais vous quitter avec 2 mots qui, je sais, m'attirent beaucoup de problèmes car j'ose m'engager, j'ose dire des formules qui font peur. Mais voici ces 2 mots, je vous les livre tout de suite. Allez, Lens.